Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission mensuelle L'impôt au Faso. C'est une émission voulue par la Direction générale des impôts et ses partenaires pour vous permettre de tout savoir sur les activités de la Direction générale des impôts. Ce deuxième numéro est consacré donc à un thème d'actualité qui touche l'immense majorité des Burkinabés. Il s'agit des procédures de recouvrement des impôts. Quelle est l'importance du recouvrement dans le dispositif de mobilisation des ressources au profit du budget de l'État? Quelles sont les différentes procédures de recouvrement des impôts et taxes? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce processus et quel est l'impact de l'incivisme fiscal sur le développement? Autant de questions à aborder avec mes invités que je vous présente. Il s'agit de M. Anselme Bassolé, receveur des impôts des grandes entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons avec nous M. Moussa Traoré, premier vice-président de la délégation consulaire du centre. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, M. Oumar Diané, expert comptable, représentant de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés. Bonsoir. Bonsoir, Nous avons également avec nous M. Zachary Toé, inspecteur du Trésor et payeur général à la Direction générale du Trésor. Bonsoir. Bonsoir, M. Sagnon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer très rapidement, Monsieur Bassolé, nous allons vous demander de nous faire peut-être une définition pour nos téléspectateurs de ce que c'est que l'impôt et la taxe. Merci, M. Sagnon. Pour dire simple, l'impôt, c'est ce que l'on consent à l'État pour participer à la gestion des affaires de l'État. Donc, en réalité, c'est un prélèvement qui est de nature pécuniaire, c'est-à-dire qu'on paye en espèces, en argent, en numéraire, et qui est d'autorité, qui également revêt le caractère d'obligation et pour participer en tout cas à la gestion et financer la gestion de l'État. D'accord. Alors, quelle est justement l'importance donc de ces taxes et impôts pour le budget de l'État? Il faut dire que le recouvrement représente pratiquement plus de... si nous regardons au niveau interne, en ce qui concerne la DGI, le recouvrement représente environ 52% des recettes propres de l'État. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit, 52% donc, des recettes de l'État. À quoi servent justement donc, ces impôts et taxes qui sont collectés par la Direction générale des impôts? Oui, comme je l'ai dit dans la définition de l'impôt, ça sert à subvenir aux besoins de l'État, au financement des différents projets, la gestion du fonctionnement de l'État. Je crois que M. Toé est mieux indiqué pour présenter cette finalité parce qu'en réalité, l'impôt que nous recouvrons est reversé au niveau du Trésor. Au niveau du Trésor, le Trésor donc, qui est considéré comme la banque de l'État, M. Toé. Oui, merci M. Sagnon. Alors, comme M. Bassolé l'a dit, les sommes recouvrées auprès des citoyens servent à financer les engagements, les dépenses de l'État, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, en tout cas pour la marche de l'État. Voilà ce qu'on peut dire à ce propos, en tout cas à quoi sert l'impôt. Donc ce sont des recouvrements qui sont assez importants pour l'État burkinabé. Oui, c'est important pour l'État, la vie de l'État, le fonctionnement de l'État. Pour que l'État puisse vivre, il faut la contribution, la participation de ses fils, en tout cas au fonctionnement de l'État. Donc tous ceux qui sont, toutes les contributions reçues des citoyens servent au fonctionnement, à financer la vie et la marche de l'État. D'accord, oui, M. Diané. Merci, M. Sagnon. Je voulais juste accompagner la définition qu'a fait M. Anselme sur l'impôt. C'est-à-dire que la problématique de l'impôt, je pense qu'on a besoin de rassurer les contribuables, qu'ils comprennent qu'à côté du caractère obligatoire,
c'est d'abord une forme de contrat de citoyenneté que nous avons signé avec l'exécutif. Parce que quand on regarde dans la définition de l'impôt, notamment dans son article 670, c'est dit clairement que lorsque un impôt ne peut être dû ou réclamé que s'il fait l'objet d'une loi. Et les élus, ce sont nos représentants. C'est comme si nous leur avons donné le mandat de signer cet accord avec le gouvernement. En ce moment, c'est bon qu'on comprenne que ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais c'est une adhésion. Nous avons adhéré à l'impôt à travers la loi de finances qui est votée à l'Assemblée nationale. Et quand on se retrouve dans ce cadre, on est plus à l'aise à payer l'impôt quand on sait que c'est nous-mêmes qui avons adhéré à cet impôt. C'est seulement ce que je voulais ajouter. Oui. D'accord. Alors vous êtes expert comptable, donc vous êtes avec les entreprises, vous êtes conseil donc, de beaucoup d'entreprises. On sait donc que l'impôt représente beaucoup pour les entreprises. Absolument. Comme je venais de le dire, dans ce contrat de citoyenneté que le contribuable a signé avec l'État, nous intervenons bien sûr d'abord pour nos clients. Les contribuables, ce sont nos clients, ce sont nos partenaires, pour les aider à déterminer la juste valeur de l'impôt qu'ils doivent payer à l'État. Et notre intervention, ce n'est pas pour eux seulement. L'administration fiscale aussi en bénéficie beaucoup parce qu'ils ont besoin que cet impôt soit calculé à partir d'une situation comptable assez saine et assez rassurante. Et le rôle de l'expert comptable, c'est tout ça, c'est d'aider le contribuable à élaborer une situation comptable et acceptable au niveau de l'administration fiscale et à leur permettre de payer ou de déterminer le juste impôt à payer. D'accord, alors nous avons un contribuable avec nous sur ce plateau en la personne de M. Moussa Traoré, premier vice-président de la délégation consulaire du centre. Alors, en tant que contribuable, entrepreneur, alors que représente l'impôt pour vous? Pour nous, moi j'allais quand même me référer à la définition d'Émile de Girardin qui disait que l'impôt doit être la mesure de la richesse. Et Napoléon Bonaparte aussi disait que les impôts ne sont que de l'argent prêté. Ils viennent du peuple, ils retournent au peuple. Au fait, nous, en payant nos impôts, nous récupérons une partie par le biais de la commande publique. Donc, si quelqu'un a intérêt à payer l'impôt, pourvu qu'il soit juste, c'est bien nous les contribuables. Nous ne faisons que... C'est comme, ça donne l'impression qu'on prête et qu'on récupère. Donc, pourvu quand même que ça soit fondé sur des bases justes. Et là, l'expert comptable ne va pas me contredire. Dès que la base est juste, on ne rechigne pas à payer l'impôt. Monsieur Traoré, vous êtes permanemment en contact avec les agents de la Direction générale des impôts. Quelle appréciation donc faites-vous justement des procédures mises en place donc, pour le recouvrement des impôts? Je peux dire qu'au niveau de la Chambre de commerce, qui est la fêtière de beaucoup de composantes, nous collaborons même avec l'administration fiscale. Nous faisons même des émissions souvent où nous sensibilisons quand même nos pairs sur la nécessité de payer des impôts. Mais ce que nous reprochons à l'administration fiscale souvent, c'est qu'il n'y a pas d'élargissement de l'assiette fiscale. Depuis des décennies, on est focalisé que sur des entreprises formelles. Vous voyez l'économie souterraine, quand vous, je ne sais pas si vous sortez beaucoup la nuit, vous avez l'impression qu'on fait autant de chiffres d'affaires la nuit que le jour. Donc il y a une grande partie des impôts qui échappent à l'administration fiscale. Je sais qu'il y avait des mesures quand même pour pouvoir les recouvrer, mais quand même l'élargissement de l'assiette devient nécessaire au risque de tuer quand même les entreprises formelles qui payent depuis une décennie régulièrement leurs impôts. Monsieur Diané. Je pense que par rapport aux procédures de recouvrement, nous, lors des experts comptables, les membres, nous intervenons beaucoup plus d'abord dans la détermination de l'assiette, en accompagnant nos clients à établir leur comptabilité. Je vais rejoindre M. Traoré pour dire que plus les clients acceptent de venir au niveau des membres de l'ordre des experts comptables pour les accompagner à établir une situation comptable, mieux ça aide non seulement les clients d'abord à
payer les justes impôts et ça aide l'administration fiscale aussi à étendre progressivement son assiette. Je pense que entre l'ordre des experts comptables et la DGI, il y a souvent des rencontres qui permettent de voir comment aider toute cette masse d'entreprises informelles à se formaliser aussi bien pour les entrepreneurs eux-mêmes et pour l'administration fiscale. Parce que les plus grands gagnants de la formalisation, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, ensuite l'administration fiscale. Donc nous travaillons là-dessus. Oui. Oui, je voulais rebondir sur ce que M. Traoré a dit, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures de recouvrement. Ça ne concerne pas uniquement que les entreprises formelles. Il faut dire que les entreprises informelles, comme il a souligné, notamment les activités nocturnes, il y a des opérations qui nous permettent de cerner ces personnes-là sur le terrain. Justement, M. Bassolé, quels sont les dispositifs, en tout cas, que le service des impôts a mis en place pour pouvoir permettre aux clients de payer assez facilement l'impôt? Bien, merci. Il faut dire que l'une des missions importantes de la DGI, c'est d'accompagner les contribuables à l'accomplissement de leurs obligations, aussi bien en matière déclarative qu'en matière de recouvrement. Donc pour ce qui est du recouvrement, nous avons des guichets qui sont ouverts pratiquement dans toutes les provinces, dans les régions, etc., pour permettre aux contribuables d'aller accomplir leurs obligations, aussi bien déclaratives que de paiement dans ces différents centres-là. Ensuite, il faut dire que pour faciliter l'acquittement de l'impôt, la DGI a innové en allant au niveau, j'allais dire, électronique, c'est-à-dire permettre à ces personnes-là de ne plus se déplacer, d'être chez soi et en tout cas déclarer en ligne et payer en ligne, en passant par les banques. Donc les modes de paiement, c'est aussi bien électronique que les différents modes de paiement que nous connaissons traditionnels, notamment en espèces. Le contribuable peut se présenter au guichet pour se libérer de sa charge fiscale. Il peut également utiliser les moyens de paiement qui sont utilisés, notamment les mandats poste, les chèques bancaires, les chèques trésor, etc. M. Traoré. J'avoue qu'à ce niveau, on a souvent quelques difficultés avec les différents receveurs. Effectivement, nous avons souvent la liquidité pour payer à un receveur, mais on nous dit qu'il faut que ça soit de compte à compte. Donc, quand nous versons dans notre compte et nous faisons un chèque, on nous demande d'attendre les 72 heures pour avoir la quittance de versement avant de se représenter au receveur. Donc, au fait, ce qu'on met à l'avant pour gagner du temps, on le perd par la procédure. On sait quand même qu'émettre un chèque sans provision, quand même tout le monde sait que c'est condamné. Je pense que l'administration fiscale aurait pu quand même s'inscrire dans ce cadre juridique-là pour ne pas faire attendre les gens. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure. Peut-être on va laisser les conseils des entreprises réagir sur les deux propos qui ont été tenus sur cet aspect. Effectivement, c'est une problématique que nous rencontrons avec nos clients parce que le moyen le plus rapide aujourd'hui pour nos clients, c'est d'aller verser la liquidité sur les comptes ouverts par la DGI au niveau des différentes banques. Ça, c'est immédiat, ils ont l'avis de crédit, ils se présentent à la DGI, c'est clair. Mais étant donné que nous-mêmes, dans nos procédures, nous déconseillons la manipulation des espèces à nos clients, et donc on se retrouve dans une situation qui nous met très mal à l'aise. Les clients disent, écoutez, quand on fait un chèque à la DGI, il faut attendre 72 heures. Avant ça, nous avons besoin d'un document pour aller soumissionner à un marché. On fait le retrait en espèces d'une grosse somme, on va verser sur le compte de la DGI. Et nous aussi, nous trouvons que les procédures de saine gestion là, ne recommandent pas qu'une entreprise là, manipule des espèces comme ça. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui est là, qui gêne beaucoup. Eux-mêmes, ils ont mis des textes sur place où ils interdisent les opérations en espèces à partir d'un certain montant. Nous sommes sensibilisés que si les entreprises font des opérations en espèces à partir d'un certain montant,
la prise en charge de cette opération dans la déduction fiscale pose un problème. Si j'ai bonne mémoire, je pense actuellement à la limite c'est 100 000 francs. Et de l'autre côté, quand c'est pour payer les impôts, même si c'est 3 ou 4 millions en espèces, ça ne pose pas un problème. Donc, ça fait deux poids, deux mesures. Oui, M. Touré voudrait réagir. Nous sommes arrivés à cette situation-là pour plusieurs raisons. Les espèces sont un moyen de paiement, les chèques sont un moyen de paiement, les virements sont un moyen de paiement. Alors, le Trésor public est arrivé à cette situation parce que il a connu des incidents en matière de paiement sur les chèques. Alors, l'information n'est pas secrète, c'est paru dans la presse où le Trésor a enregistré un niveau quand même assez important de chèques qui ont connu des incidents de paiement. Alors, c'est pour ça que le Trésor public que nous sommes, nous avons aussi quand même la mission d'assurer quand même la liquidité, la disponibilité des fonds effectifs pour faire face aux engagements de l'État. Donc, ce regard de ces incidents que nous avons rencontrés, que nous avons vécus, qui sont une réalité. Est-ce qu'on peut justement avoir une idée donc, de la somme qui représentait ces chèques qui avaient des problèmes? Oui, à un moment donné, on avait atteint quand même un niveau de 37 milliards. 37 milliards dans la trésorerie de l'État, qui manque dans la trésorerie de l'État, c'est quand même important. C'est voilà pourquoi nous avons pris langue avec quand même les contribuables, les partenaires, en tout cas pour que nous puissions assurer quand même en tout cas une trésorerie effective. Voilà pourquoi nous avons demandé aux contribuables d'aller directement avec les banques. Nous avons ouvert des comptes pour les receveurs des impôts pour que la transaction puisse se passer et les autres formalités qui vont suivre vont pouvoir continuer. M. Bassolé. Je voulais signaler qu'en réalité, le dispositif est tel que vraiment on n'a pas besoin de 72 heures. En réalité, il y a des comptes qui ont été ouverts dans toutes les banques, sans exception, au profit des receveurs. C'est-à-dire que ça donne la possibilité aux contribuables de ne pas émettre un chèque d'une banque et aller déposer dans une autre banque. C'est-à-dire, lorsque vous avez un compte dans une banque, sachez que dans ce compte-là, dans cette banque-là, le receveur a des comptes également. Tous les receveurs ont des comptes dans cette banque. Il s'agit simplement de transférer de compte en compte dans la même banque. Vous n'avez pas besoin de 72 heures. C'est une opération qui est immédiate, qui se fait sur place. Dès que vous déposez le chèque, le transfert dans le compte du receveur doit être en principe immédiat. Également, je crois qu'il y a un problème de communication avec les contribuables et je pense que c'est l'occasion qu'on puisse leur donner cette information que le paiement, si vous avez déjà en espèces l'impôt, vous l'avez déjà déterminé, vous avez les moyens, et c'est en espèces, vous voulez payer, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément aux impôts. Dans le compte du receveur, déposez cet argent là-bas, directement. Là où vous allez prendre l'argent, si vous faites le retrait, ne sortez même pas de la banque. Déposez directement dans le compte du receveur. Le document que l'on vous remet est un document qui atteste que le receveur, son compte a été mouvementé et sur la base de cette pièce, le receveur encaisse. D'accord. Voilà. Alors, on sait que ce sont des procédures qui sont un peu récentes quand le paiement bancaire. Est-ce que ça marche très bien comme vous voulez? Il faut dire que ce système-là a commencé en décembre 2016, je crois. Et aujourd'hui, ce que je peux donner au niveau de la DGE, la Direction des grandes entreprises, nous avons plus de 90% des recettes encaissées à travers les banques. Voilà, plus de 90%. D'accord, oui, c'est le payeur général. Il faut préciser que ce dispositif-là est mis en place à Ouagadougou et à Obo-Dioulasso. Alors, donc les autres villes, en dehors de ces deux grandes villes, ne sont pas concernées? Elles ne sont pas concernées pour l'instant. Alors, vous avez parlé tantôt de est-ce que ça marche? Oui,
nous sommes satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus à chose. Mais le dispositif reste à parfaire et nous y travaillons les choses. Mais je voudrais ajouter aussi à l'endroit des contribuables de l'État, en fait, on a mis ça, et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous savez, lui, il a dit tantôt, vous savez que quand la manipulation des espèces constitue une insécurité en soi-même. Et aujourd'hui, vous aurez beaucoup de difficultés à justifier une manipulation, comment on appelle, d'espèces, parce que vous aurez beaucoup de questions à répondre, de justifications à faire. Alors, si les opérations se passent de banque à banque, je crois que c'est sûr et sécurisant pour tout le monde. D'accord. Alors, on va aborder une partie peut-être qu'on a déjà abordée en réalité. Il s'agit donc des difficultés rencontrées par les contribuables pour payer l'impôt. Alors, pour camper le décor, on vous invite donc à suivre ce micro-trottoir réalisé pour vous par Moumouni Soubeiga. Trop lent. Bon, il y a certains trucs même qui ne demandent même pas. Juste pour signer même, c'est des longues procédures. Mais alors, le contribuable, il vient. Souvent, le réseau, ça ne va pas. Tu repars. Imagine-toi quelqu'un qui est jusqu'à Prema à Carpalé. Vous voyez comment il dépense en carburant pour revenir. Parking même qu'on paye, on paye le matin. On vous dit revenu le soir alors que c'est un document qu'on peut te délivrer sur place. La procédure de paiement des impôts au Burkina Faso, on peut dire que il y a quand même un peu de soucis. Parce que le mode de paiement, comme c'est toujours, on peut dire que ce n'est pas uniquement à la caisse, mais étant donné que même si tu pars, par exemple, dans le régime de RSI ou RNI comme ça, si tu pars payer en banque, tu prends ton avis de crédit, il faut revenir prendre le rang encore. Donc c'est la même chose que quand tu viens pour payer à la caisse. Tu viens à la caisse, c'est pour prendre un rang, peut-être de 5 heures pour payer. Tu pars prendre un avis de crédit, c'est pour prendre un rang encore. Bon, c'est toujours les mêmes difficultés. Maintenant, on voit aussi que le problème le plus récurrent, c'est le réseau. On vient, tu peux faire 1 heure, on peut te dire il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, tu t'assois, le temps que tu allais investir pour aller chercher même, ça veut dire des activités qui vont t'apporter afin que tu reviennes contribuer aux impôts, ce temps-là, tu passes ce temps-là à revenir encore s'asseoir aux impôts, rien que pour peut-être honorer de tes obligations de citoyenneté. Je pense qu'il faut peut-être revoir à ce niveau-là, améliorer peut-être vraiment le système, parce qu'on a la volonté de contribuer, mais les conditions ne sont pas réunies. C'est compliqué. Depuis le 8 janvier, on est là, on tourne. On ne peut même pas payer à part réseau. Vraiment, c'est très compliqué. Chaque jour, on vient, il n'y a pas de réseau, on repart. Vraiment, ça ne se passe pas bien parce que ça fait près de 2 à 3 semaines. On vient tous les jours et ça ne va pas. Depuis le matin, ça fait 12 personnes qui viennent de payer. Une seule personne peut faire 15 minutes à 20 minutes pour pouvoir payer. Donc, ce qu'on voulait les demander, si vraiment ils pouvaient choisir des nombres, nous donner exactement. Là, maintenant, on peut quand même venir. Il y a d'autres qui viennent ici à 5h du matin, 4h du matin pour s'allier, pour payer les impôts. Beaucoup sont là à 5h, 3h du matin. Bon, tu vois, pour venir ici, souvent, c'est compliqué. Toute la semaine, je passais mon temps ici seulement. Et donc, je viens de gagner. Même beaucoup parce que vraiment, on souffre, on perd le temps. Et vous voyez, les gens sortent. Voilà donc retour sur ce plateau. Monsieur Bassolé, vous avez donc écouté les avis donc, de ces contribuables sur les difficultés qu'ils rencontrent pour payer l'impôt, lenteur et perte de temps due peut-être au réseau Internet très souvent en défaillant. Il faut reconnaître qu'on a des difficultés avec le réseau. Et je me dis que ça doit être sur tous les territoires. Hein. Ce n'est pas uniquement qu'aux impôts. C'est tous ceux qui utilisent le net actuellement. Ce n'est pas chose aisée parce que je me dis que ça doit probablement être lié aux questions de débit. Je ne sais pas exactement, mais il faut reconnaître qu'on a la DGI quand même a mis un dispositif qui permet aux gens vraiment de s'acquitter facilement de leurs impôts, notamment les déclarations et les paiements en ligne. En tout cas, au niveau des grandes entreprises, nous avons moins ces difficultés qui sont en train d'exposer. D'accord, oui, M. Traoré.
Je ne suis pas pour contredire M. Bassolé, mais je pense qu'au fait, la DGI se focalise sur les grandes entreprises. Pour dire qu'avec les grandes entreprises, on n'a pas de problème. Mais ceux-là qui perdent leur temps ont beaucoup plus à faire que ces grandes entreprises. C'est ces gens-là qu'il faut mettre dans les meilleures conditions de paiement. Et moi, j'ai été confronté à des problèmes comme ça. Non seulement il n'y a pas de réseau, on vient pour des paiements, on dit que c'est l'heure de la pause. Nous, on se dit quand même que pour percevoir l'impôt, on aurait dû dire à ces agents, quand même, vos pauses pour percevoir l'argent ne seront pas à la même heure. Ou bien vous allez avoir une motivation plus que ça, mais ne faites pas la pause quand le client est aligné. Au fait, c'est quand même assez parlant. Des gens qui font 2 ou 3 jours. Mais quand c'est des grandes entreprises, effectivement, je reconnais que beaucoup de dispositions ont été prises à leur niveau pour les faciliter le paiement. Peut-être qu'ils font un traitement discriminatoire en disant que ces gens-là ont beaucoup plus à payer que nous autres. Mais quand même, tous les contribuables, à mon avis, doivent être traités sur le même pied d'égalité. On va écouter M. Toé sur la question. Merci. Je voudrais rassurer mon voisin que tout le monde est sur le même pied d'égalité. L'État veut offrir les mêmes services aux grands et aussi bien aux grands qu'aux petits. Alors, vous voyez actuellement à travers la ville et en direction des régions, des réalisations de travaux, le backbone. Donc tout ça, ça vise à améliorer l'offre des services de l'État vers les citoyens, vers les contribuables pour une célérité. Ce sont des investissements lourds, ce sont des opérations qui ne peuvent pas se réaliser du jour au lendemain, mais nous y arrivons, nous avançons. Monsieur Diani. Bon, sur cette question, c'est une réalité. Nous sommes tout le temps interpellés par nos clients. Comme il a dit, quand vous arrivez à convaincre les clients de l'informel de se formaliser et après ils se retrouvent devant ce genre de situation, et nous sommes tous très mal à l'aise, mais je puisse être rassuré avec le commentaire du PR général que c'est des grands travaux d'investissement qui vont bientôt permettre de mettre fin à ces situations qui sont vraiment... Il y en a d'autres, hein. Il y a des gens qui mettent 2 semaines pour avoir une attestation de situation fiscale, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce qu'il faut faire le décompte fiscal. Et pour faire le décompte fiscal, il y a un problème de réseau et tout ça, il faut attendre 2 semaines. Et c'est assez désagréable, oui. D'accord. Alors, en dehors de ces problèmes de retard et de réseau, M. Traoré, est-ce que les entreprises, les contribuables ont d'autres problèmes donc, liés au recouvrement des impôts? Oui, en fait, il y a beaucoup de problèmes, mais souvent c'est dû à la méconnaissance des tests. Nous félicitons cette émission. On aurait souhaité quand même que la DGI mette en avant la sensibilisation. Beaucoup ne payent pas parce qu'ils ne savent pas à quel risque ils s'exposent en ne payant pas. Quand nous avons à la Chambre de commerce initié la caravane, on a associé l'administration fiscale avec l'ordre des avocats. Beaucoup ont été surpris d'apprendre quand même qu'ils peuvent même négocier un échelonnement avec les impôts. Parce qu'on ne peut pas dire que dans une entreprise, que tout va rouler comme sur des rails. Il y a des difficultés. Mais au fait, beaucoup de gens ne savent pas que quand il y a des retards, moi j'ai dit à certains de mes collègues, il n'est pas... Aucun inspecteur des impôts n'est fier de fermer une entreprise. C'est un contre-cœur qui va le faire. Mais si vous vous déplacez, vous expliquez, je demande un échelonnement pour payer, beaucoup vont vous entendre. Mais le seul problème qu'on a souvent, c'est qu'on demande des échelonnements où on dit qu'on ne peut pas dépasser l'année fiscale. Alors que pratiquement la personne est de bonne foi. Il ne veut pas mettre la clé sous le paillasson, mais il ne peut pas payer en une année. Donc, c'est d'essayer d'avoir l'accompagnement de l'administration fiscale, de comprendre nos pères qui ont des difficultés, qui ont eu des biens démolis, qui ont eu pratiquement des portes fermées, et qui reviennent petit à petit. Depuis des années, ils sont en route, ils reviennent. Mais ils n'ont pas la capacité de faire face à leurs obligations fiscales si on ne les accompagne pas. M. Bassolé. Ce qu'il a dit n'est pas faux, parce qu'il faut reconnaître que dans toute chose, il faut qu'il y ait l'information, la sensibilisation. Je crois que la DGI s'est engagée sur cette voie. Si vous observez bien, il y a des fois où on a demandé aux contribuables
qui veulent bien payer, qui viennent payer. Ensuite, on va, tout ce qui est sanctions, qu'on puisse, c'est-à-dire les pénalités, les amendes et pénalités, qu'on puisse les gracier de ça pour leur permettre de faire face, ne serait-ce qu'aux droits simples. Et comme vous l'avez dit, on offre la possibilité aux contribuables de demander l'échelonnement de sa charge fiscale, qu'ils puissent venir négocier avec le receveur, à condition qu'il y ait des garanties. Mais seulement ce que l'on souhaite des contribuables, c'est qu'ils ne s'éloignent pas de l'administration. Il faut être proche de l'administration. Toute difficulté que vous rencontrez pour faire face à vos obligations de paiement doit être portée à la connaissance du receveur et proposer des modalités qui vous seront convenables. Oui, monsieur Etoé, il y a des contribuables également qui se plaignent des doubles paiements. Ce n'est pas l'apanage à tout moment, mais ça peut arriver à des dispositions. Par exemple, lorsque quelqu'un constate qu'il a doublement payé l'impôt, il peut obtenir restitution de ce double qui a été payé, mais il y a une procédure qu'il faut suivre, en tout cas pour pouvoir orienter dans ces fonds qui sont payés doublement. Oui, monsieur Diané, vous voudrez réagir? Monsieur Sagnon, je voulais réagir quand même en repartant sur les propos de monsieur Traoré. Ça pose en réalité la problématique de l'utilisation des experts comptables, que les contribuables n'en font pas assez. Parce que comme il a dit, il y a non seulement des dispositions dans le Code général des impôts qui permettent aux contribuables de bénéficier des prolongements des délais, c'est ça, des échelonnements. En son article 600 et 731 encore, il y a des dispositions qui permettent même des sursis en paiement. Et on va loin, il y a encore d'autres dispositions. Tout cela sont offertes aux contribuables pour ne pas arriver à la situation de cessation d'activité, de fermeture. Mais c'est normal qu'un entrepreneur qui est concentré sur son activité avec son équipe, de rentrer dans le code des impôts, ça c'est en miniature, de rentrer dans toutes ces procédures. Et nous sommes là, les experts comptables, nous accompagnons nos clients et nous connaissons ces procédures et nous sommes amenés à intervenir auprès des impôts pour permettre aux contribuables de profiter de toutes ces procédures et rester en vie, comme on le dit. Parce que je pense que aussi bien pour les impôts que pour nous, et même pour les entreprises, l'objectif principal, c'est la continuité de l'activité. Quand l'entreprise n'existe plus, nous sommes tous perdants. L'État perd, nous avons perdu un client, et l'entrepreneur lui-même, il a perdu. Oui, M. Traoré, vous pouvez réagir peut-être très rapidement. J'allais m'excuser pour revenir sur les propos de M. Théo. Nous, on aurait souhaité que la même célérité que les doubles paiements se font, qu'il y ait la même célérité pour le remboursement des contribuables. Je prends le cas des transporteurs. Où je prends un exemple, son siège social est à Banfora. Il doit payer la patente annuelle, qui est quand même... Il a un délai pour payer la patente, ce n'est pas en janvier. Donc le camion va se retrouver à Kanchari, stationné par défaut de paiement de patente. Pendant que, au fait, il se débrouille pour payer la patente, au niveau de la section territoriale de son domicile fiscal, la même patente est payée. Mais le retour du recouvrement ne se fait pas avec la même célérité que l'encaissement que l'administration fait quand même pour pouvoir prendre l'argent. Donc ça, c'est un problème. Le second problème, c'est les impayés que l'administration doit aux entrepreneurs. J'en connais ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas payés, bien que les chantiers sont achevés. Donc vous voyez, il faut que l'administration... On ne peut pas prendre d'une seule main, il faut quand même accompagner tout le monde. Autant on prend, autant il faut aider les gens à quand même recouvrer ce qu'on leur donne. Monsieur Théo, vous avez déjà donné une réponse à ce qui concerne les doubles paiements et les remboursements, peut-être sur les retards de paiement des entreprises peut-être qui ont exécuté déjà les marchés. L'administration n'a pas mis une disposition, n'a pas mis une réflexion en place pour avoir de doubles paiements. Non. On l'a dit ici sur ce plateau, l'impôt sert à financer le développement du pays.
l'impôt n'est pas là pour tuer l'entreprise. Loin s'en faut. L'impôt n'est pas là pour tuer l'entreprise. Donc, l'administration n'est pas là pour organiser, en tout cas mettre en place un dispositif pour tuer l'entreprise. Non, il n'en est rien. Non. Comme je le dis, ça peut arriver. Maintenant, le retard de paiement. Vous savez que les dossiers de paiement suivent une réglementation qui est bien codifiée, qui édicte en tout cas la composition des dossiers pour avoir paiement auprès de l'administration de façon à garantir la bonne utilisation des finances publiques. Je vais demander, je vais faire un appel aux entreprises de connaître ces différents règlements, c'est ce qui leur est exigé, en tout cas pour qu'ils puissent présenter à l'administration financière. Alors, c'est pour dire que de façon générale, ce sont des erreurs dans la composition des dossiers qui amènent les retards de paiement? Oui, c'est principalement, en tout cas, ces erreurs-là que nous constatons dans les dossiers et qui peuvent peut-être différer des paiements. Ce n'est pas du tout un manque de moyens de la part de l'administration fiscale, de l'État? Non, ce n'est pas un manque de moyens. L'État est toujours solvable. Je voulais revenir quand même sur la question des doubles paiements que nous appelons les trop perçus. Il faut dire que, comme M. Toé l'a dit, on peut procéder de deux manières. Il a présenté la première manière qui est de demander le remboursement pur et simple de ce que vous avez payé en trop. Ça veut dire qu'il y a possibilité également de faire valoir ce trop perçu sur les impôts à payer. Le recouvrement ne se fait pas très souvent dans les meilleures conditions possibles. Il y a des fois des problèmes qui amènent la Direction générale des impôts à engager des poursuites contre les contribuables défaillants ou relicataires. Alors il y a ce qu'on appelle les poursuites de droit commun. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On parle de la mise en demeure, voilà, commandement de payer, la saisie, la vente. Vous pouvez un peu nous parler donc de ces poursuites? Bien, en matière de poursuite, il faut dire en matière de recouvrement, la loi prévoit que des actes soient posés avant qu'on en arrive jusqu'à la procédure d'exécution forcée. Donc, il y a d'abord ce que nous appelons l'avis de mise en recouvrement, qui informe le contribuable que le receveur désormais a pris en charge cette créance fiscale, donc lui sa dette, et que désormais il va se charger de recouvrer en tout cas cette charge fiscale-là, cette créance. Donc, le contribuable doit recevoir un acte l'informant que cette prise en charge a eu lieu. Donc, on lui donne un délai pour s'exécuter, notamment un délai de 8 jours. Et au bout de ces 8 jours, lorsqu'il n'arrive pas à s'exécuter de sa dette fiscale, on lui envoie ce qu'on appelle l'avis de mise en demeure. L'avis de mise en demeure, comme vous l'avez dit, c'est le commandement qui fait comprendre aux contribuables qu'il a un délai supplémentaire de 5 jours et que si d'aventure il n'arrivait pas à s'exécuter, en fait, à se libérer de sa dette dans ce délai, qu'on sera obligé d'entamer des procédures de recouvrement forcé, comme on le dit. Donc c'est la voie d'exécution forcée où nous nous réservons tous les droits d'aller chercher l'impôt, en fait, ses intérêts, pour pouvoir faire face à cette charge fiscale-là. Dans la procédure d'exécution forcée, nous avons la fermeture administrative, qui est une contrainte qui l'oblige à fermer son siège ou en tout cas le lieu d'exercice de la profession. Et il y a les saisies, comme vous l'avez dit, il y a également les saisies aussi bien mobilières qu'immobilières. Voilà. Et il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire faire exécuter au niveau d'une tierce détenteur qui le reverse auprès des impôts tout ce qu'il détient comme, en tout cas, propriété, patrimoine du contribuable.
D'accord. Voilà. Alors, M. Traoré, ce sont des actes, en tout cas de poursuite, qui sont vécus très difficilement souvent par les entreprises. Oui, j'avoue quand même que je reconnais qu'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus grave que ça. Ailleurs, les condamnations sont sans appel. Mais je pense qu'ici, nous aurons demandé à ce qu'il quand même y ait des intermédiations par la fêtière qui est la Chambre de commerce. C'est qu'on nous permette un moment de contester. Très souvent, certains redressements sont faits à l'absence même du premier responsable de l'entreprise. Il vient d'être mis devant les faits accomplis, il est notifié pour le paiement. Qu'on lui permette, même si le receveur a pris en charge, qu'il y ait une procédure de contestation de la créance et qu'il puisse se faire quand même un appel à l'administration fiscale. Nous, on les félicite. Ailleurs, j'ai vu pire que ça. Les gens ont fait de la prison. C'est pénal, la seule pénale, même dans certains pays, ça existe. Mais chez nous, c'est encore quand même acceptable. Mais avec tout ça, on aurait souhaité qu'on n'arrive pas à la fermeture du lieu d'exercice de la profession. Parce que qui dit fermeture, dit obligatoirement licenciement du personnel. Monsieur Dianier, vous êtes des conseils des entreprises. Oui, je pense que M. Traoré l'a dit. Ce qu'il demande, il y a des dispositions quand même qui existent pour cela. Déjà, j'ai cité 2 ou 3 articles là qui permettent, pendant cette procédure forcée là, de suspendre un temps soit peu, et en attendant de permettre aux contribuables de faire d'autres propositions. Mais la problématique qui se pose, c'est ce que je venais de dire. Les impôts attendent une proposition organisée, basée sur une analyse dynamique de trésorerie, et qui les rassure que même si c'est dans 2 ou 3 ans, il y a un processus qui est rassurant. Mais en général, quand le contribuable ne fait pas toute cette organisation, il se présente devant les impôts et avec une promesse qui n'est pas soutenue par un document, et ça pose un problème. Un document crédible. Voilà un document crédible. Et nous intervenons beaucoup dans ce sens. Il y a des articles qui permettent au contribuable, quand il est sous cette procédure forcée, de s'adresser à nous et qu'on puisse faire une analyse progressive de sa situation financière et qu'on puisse aller convaincre les impôts. Il y a une relation de confiance entre l'ordre des exerceurs comptables et l'administration fiscale et qui nous permet de leur montrer, écoutez, il faut qu'on trouve un juste milieu pour que ce contribuable puisse continuer à travailler. Et non seulement vos dettes seront payées, et vous aurez de nouvelles créances d'impôts qui seront payées, et nous travaillons à maintenir cette continuité d'activité. Oui, d'accord. M. Bassolé, très rapidement. Je voulais surtout informer que aussi bien les contribuables ont l'obligation de faire face à leurs obligations de paiement, le comptable que nous sommes, c'est-à-dire les receveurs, ont également des obligations. La fermeture n'intervient que lorsque toutes les sommations ayant été faites, le contribuable ne réagit pas comme il se le doit à ces sommations. Je voulais juste ajouter que la fermeture d'ailleurs n'est que pour une durée de 10 jours renouvelable au départ. C'est pour dire que ce n'est vraiment pas une fermeture totale, c'est pour contraindre le contribuable à réagir. Et généralement, quand il y a la fermeture administrative, pour un délai de 10 jours, quand on arrive à l'accompagner, l'activité est ouverte et on entame les procédures pour avancer sur le reste. D'accord, oui, M. Toué. Ce n'est pas un plaisir pour les services de l'État, pour les services fiscaux, d'aller fermer une entreprise. Parce que l'entreprise crée de la richesse. Lorsque vous la fermez, lorsqu'elle ne tourne plus, il n'y a plus création de richesse. Ce n'est pas un plaisir pour chose. Alors nous demandons au monde de l'entreprise de comprendre que l'impôt qu'ils payent sert à faire fonctionner leur activité d'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent qui va être redistribué d'une manière ou d'une autre. On va rester sur cet aspect des choses, peut-être pour... Un élément, pour aller encore en profondeur de ce qu'il a dit. Vous voyez, dans beaucoup de pays, les entreprises qui sont en difficulté, on prend une partie de l'impôt qu'elles ont contribué pour les redresser. Et tout ça, c'est des avantages qui sont disponibles pour le contribuable. Mais comme nous sommes dans une situation où l'incivisme fiscal a atteint un niveau, on ne s'aperçoit pas que ça existe.
Vous avez parlé d'incivisme fiscal. Nous allons rester sur ce point et vous donner la parole pour que vous vous exprimiez en tout cas sur les impacts possibles que peuvent avoir cet incivisme fiscal sur le développement d'un pays. Alors, merci beaucoup. Je reviens à mes mots de départ. Comme on l'a dit, la loi des finances, c'est un équilibre. Ressources, emploi. Et l'emploi qui est un ensemble de réalisation de l'État, qui soient les infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau même de la sécurité, et toutes ces activités sont assurées par l'État grâce à l'impôt que nous payons. Donc vous imaginez, dès qu'il y a un déséquilibre au niveau des ressources, tous ces pans de l'activité économique sont déséquilibrés. Et quand c'est déséquilibré, nous sommes les premiers encore à en pâtir. Donc je pense que la problématique de l'incivisme, là, ça désorganise toute la structure économique de l'État et nous sommes tous des maillons de cette structure économique. Oui, alors M. Touré. Oui, il a parlé tout de suite de la loi des finances. Vous savez que la loi des finances de l'État prévoit les ressources et puis les charges de l'État. Alors, les charges et les ressources là sont prévisionnelles. Lorsque, dans l'exécution de cette loi de finances, il y a quelque part des comportements inciviques qui ne permettent pas d'assurer, par exemple, des ressources, vous comprendrez que les charges là ne peuvent pas être exécutées convenablement tel que prévu initialement. Donc ça provoque des déséquilibres, ça provoque des dysfonctionnements. Voilà pourquoi nous appelons les citoyens, les contribuables de l'État, à travailler de telle sorte que cet équilibre-là ne puisse pas être gravement affecté, de nature à compromettre même le fonctionnement normal de l'État. Alors, peut-être, M. Traoré, ça va être votre dernier mot en tant que contribuable. Qu'est-ce que vous avez comme doléance ou suggestion, en tout cas, à faire J'étais quand même pressé d'arriver à cet instant parce qu'au fait, tel que c'est présenté, c'est comme si l'incivisme fiscal est du ressort uniquement que du contribuable. Non. La gouvernance aussi a sa responsabilité. Il n'y a pas une entité qui peut se permettre de perdre autant d'argent que l'État comparativement au privé. Et il y a des impôts que l'État délibérément refuse de percevoir. Je prends des exemples. Vous avez une maison de 30 millions, je fais l'expertise immobilière, vous payez 300 000 francs pour avoir le titre foncier. Quelqu'un a une villa de 250 millions, il paye le même montant. Mais on n'a pas dit à cette personne qui devait faire la publicité auprès du receveur et payer un pourcentage de cette valeur au receveur qui peut contester ou infirmer. Ça, c'est une obligation. Donc, quand les gens voient ça crée un problème. Il y a le cadastre fiscal. On parle de ça depuis combien d'années? Il y a combien de bâtiments qui sont construits où l'État ne perçoit rien de ces bâtiments? Donc, de mettre l'incivisme fiscal uniquement sur le contribuable serait de passer à côté. On est sur un plateau, il faut qu'on se dise la vérité. La gouvernance de l'État a sa responsabilité dans l'incivisme fiscal. Et c'est ça aussi que les citoyens regardent pour se comporter. On voit qu'il y a de l'argent ici, l'État refuse d'aller chercher. Et on revient sur le secteur informel, sur les moyennes entreprises pour les dire payer. Pendant que vous avez des milliards qui doivent, les carrières fiscales, on en parle depuis combien d'années? D'accord. Alors, on a bien compris votre suggestion, en tout cas vos propos. On va peut-être permettre à la Direction générale des impôts donc, de réagir comme mot de fin de cette émission parce que nous sommes pratiquement à la fin. D'accord. Il faut dire que au-delà de la fonction financière qui est impactée par le civisme fiscal, l'impôt a une fonction économique, c'est-à-dire qui travaille à réguler, si vous voulez, la concurrence libre et parfaite entre les acteurs de l'économie. Donc ça joue également très sensiblement sur cette économie. Et vous saviez que l'impôt, c'est un prélèvement sur l'économie. Lorsque l'économie ne se porte pas bien, l'impôt ne peut pas bien se porter.
Donc pour cela, on ne peut que souhaiter que les uns et les autres acceptent, comme on le dit, de faire face à leurs charges fiscales, à leurs obligations fiscales, leur engagement vis-à-vis de l'État-nation, pour que tous ces aspects-là puissent fonctionner mieux et permettre au pays de bénéficier en tout cas d'un bon fonctionnement de l'économie. Voilà. Pour les contribuables, nous allons souhaiter vraiment qu'ils s'approchent de l'administration. C'est vrai qu'on a cette obligation d'aller vers les contribuables, de leur donner les informations. D'ailleurs, pourquoi on a créé cette émission, mais également que pour toute difficulté qu'ils auront à rencontrer dans la gestion de leurs entreprises, qu'ils puissent s'approcher de l'administration fiscale pour bénéficier de l'accompagnement. Comme l'expert comptable l'a dit, ils sont là, ce sont les partenaires de l'administration, aussi bien que les experts comptables, que les conseillers fiscaux, etc., qui puissent s'approcher de ces personnes-là et bénéficier vraiment des informations convenables. Merci, donc ça va être le mot de fin parce que nous sommes à la fin de cette émission. J'espère donc que vous avez pu avoir les informations nécessaires, en tout cas sur les procédures de recouvrement des impôts et taxes. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec M. Anselme Bassolé, receveur des impôts des grandes entreprises, M. Moussa Traoré, premier vice-président de la délégation consulaire du centre, M. Oumar Diané, expert comptable représentant de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés, et M. Zachary Toé, inspecteur du Trésor et payeur général à la Direction générale du Trésor du Burkina. Merci de votre fidélité. L'impôt au Faso revient le mois prochain et vous serez avec Ruth Bini Ouattara. Restez en compagnie de nos programmes.